Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Une journée entière de pluie diluvienne et les dégâts sont considérables. Une équipe de notre rédaction a promené sa caméra dans certains quartiers de la capitale économique. Chaque minute, 20 personnes dans le monde doivent tout abandonner pour échapper à la guerre ou à la persécution. Ce 20 juin est dédié aux réfugiés, une journée pour leur rendre hommage et sensibiliser sur les droits qui sont les leurs. Le syndrome des ovaires polykystiques, une femme sur 10 dans le monde en souffre, un trouble hormonal pouvant causer l'infertilité. On en parle dans ce journal. C'est déjà la grande saison des pluies au Bénin. Jeudi dernier, plusieurs villes ont été arrosées par une pluie diluvienne. Résultat, des carrefours, localités et maisons sont inondées par endroits et des travaux d'asphaltage aux arrêts. Une équipe de notre rédaction s'est rendue au quartier Vossa. Suivons ce reportage pour savoir comment les populations subissent les dégâts causés par ce phénomène naturel alors qu'elles se battent tant bien que mal contre la pandémie du coronavirus. C'est le spectacle qu'offre le quartier de Vossa dans le 10e arrondissement. La pluie qui s'est abattue sur la ville de Cotonou a laissé plusieurs empreintes. Et comme toujours, ici, les populations ont encore les pieds dans l'eau. Ça fait 2 ans que je suis là. Quand la pluie tombe un peu seulement là, le quartier est inondé. L'eau quitte là-bas, ça rentre dans le quartier, tout est inondé. Bon, comment on peut faire? On ne peut rien. Puisque tout le monde n'a pas l'argent pour aller acheter dans les cités. Donc, on est obligé de rester dedans. Et puisqu'il faut y assister impuissant, les enfants sont obligés de rester à la maison. Pas de cours jusqu'à ce que tout redevienne sec. Le spectre de l'inondation doit-il être présent en leur sein à l'approche de chaque saison des pluies? Le rêve d'un quartier de Vossa non inondé chaque année est-il réalisable? Les populations espèrent toujours que le vent de l'asphaltage soufflera aussi sur cette partie de la commune de Cotonou. Décrétée en décembre 2000 par les Nations Unies, la Journée mondiale des réfugiés célébrée ce 20 juin a été instituée pour rendre hommage aux personnes qui ont dû tout abandonner pour reconstruire leur vie en sécurité. Chaque minute, 20 personnes doivent tout abandonner pour échapper à la guerre, à la persécution ou à la terreur. Les réfugiés et les personnes déplacées font partie des populations les plus vulnérables de la société. Ils sont particulièrement exposés surtout en ces temps de coronavirus, car ils ont souvent un accès limité à l'eau, aux installations sanitaires et aux soins de santé. Les réfugiés ont des droits spécifiques à respecter. Le 20 juin, comme tous les autres jours, plusieurs organisations se mobilisent pour exiger le respect des droits des réfugiés partout dans le monde. Le syndrome des ovaires polykystiques, également appelé dystrophie ovarienne, touche une femme sur 10 dans le monde entier. De nos jours, les femmes souffrent de ce trouble hormonal responsable de l'infertilité chez la gente féminine. Le syndrome des ovaires polykystiques engendre aussi des symptômes très variables d'une femme à une autre. Ziad Olatundi, gynécologue obstétricien, nous en parle dans ce reportage de Amandine Anyamboussou. Pathologie endocrinienne la plus fréquente chez la femme, le syndrome des ovaires polykystiques touche les femmes de 15 à 40 ans et il constitue la principale cause des troubles de la fertilité.
Le syndrome des ovaires micropolykystiques est un dysfonctionnement hormonal qui intéresse tout l'organisme et qui peut avoir des manifestations sur le plan gynécologique, essentiellement déjà des règles qui vont être irrégulières et une élévation du taux de testostérone des hormones mâles, en fait d'androgènes dans l'organisme, et l'apparition à l'échographie sur des ovaires de petits sacs liquidiens qu'on appelle des microkystes en nombre important. L'origine du syndrome des ovaires polykystiques n'est pas encore bien connue, mais les symptômes varient d'une femme à une autre. Ce qui va amener les femmes en consultation le plus souvent, ce sont des règles irrégulières et souvent une difficulté à tomber enceinte. Pourquoi les règles vont être irrégulières ? C'est parce qu'en fait, il n'y aura pas d'ovulation. Et quand il n'y a pas d'ovulation, il n'y a pas de corps jaune. Le corps jaune sécrète une hormone qu'on appelle la progestérone. Et c'est la chute du taux de progestérone qui déclenche l'apparition des règles. Vu qu'il n'y a pas eu d'ovulation, on n'aura pas de taux de progestérone élevé. Donc les règles ne vont pas venir à temps, elles vont venir très tard, selon la profondeur du déséquilibre. 35 jours pour certaines, 40, 2 mois, 3 mois, peut-être 6 mois pour d'autres. Donc, c'est ce qui fait qu'on a ces règles en fait qui sont irrégulières. On sait que le surpoids a tendance à être aussi responsable. Le syndrome des ovaires polykystiques persiste toute la vie, heureusement. Des traitements existent pour accompagner les désirs de grossesse. S'il y a un désir de grossesse, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà la maladie des ovaires micropolykystiques, elle va entraîner des règles irrégulières, mais surtout des troubles de l'ovulation. C'est des femmes qui vont voir leurs règles, mais qui ne vont pas forcément ovuler ou qui vont ovuler une fois sur 3 ou une fois sur 4. Donc une difficulté à tomber enceinte. Par rapport à ça, aujourd'hui, on a des médicaments, des molécules qui permettent de stimuler l'ovulation. Et en général, ça marche assez bien, à part quelques-unes qui vont peut-être devoir aller jusqu'à la fécondation in vitro. En dehors du désir de grossesse, on n'arriverait pas vraiment à traiter la maladie vu qu'on ne maîtrise pas sa cause. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est de mettre des traitements hormonaux pour pouvoir régulariser les règles. Mais en général, dès qu'on les arrête des mois après, le déséquilibre se réinstalle. Il est également prouvé qu'un amaigrissement d'au moins 5% améliore les symptômes et favorise le rétablissement d'une ovulation. Sur les lieux de travail, certains dérapages sont parfois observés. Les violences sexuelles sur les lieux de travail pourraient avoir de nombreuses conséquences sur la santé mentale de l'employé. Une situation qui impacte négativement sur le rendement du travailleur. Segbede Aligbono, psychologue clinicienne, nous apporte plus d'éclaircissement au micro de Marianne Bossemidi. Les personnes qui sont victimes du harcèlement ou des violences sexuelles au travail pourraient développer des comportements psychologiques pathologiques. Les personnes peuvent devenir méfiantes, évitantes ou anxieuses. D'abord, c'est la motivation qui va être touchée. Parce que s'ils sont violentés, s'ils sont harcelés, ils vont commencer par avoir un manque de confiance en eux-mêmes. Ils vont commencer par douter de leurs propres compétences. Ils vont développer des mécontentements, des frustrations, surtout si ces problèmes ne sont pas réglés. Et du coup, la collaboration avec les autres sera en difficulté. Et la productivité elle-même sera en difficulté. Le relationnel avec l'entourage au boulot, avec l'employeur ou avec les collaborateurs, tout ça sera en difficulté. Du coup, ce qui est demandé à l'employé qui vit ces perturbations-là, même si elle a la bonne volonté, elle ne peut plus. Parce qu'elle serait soit dans des anxiétés ou des formes de dépression. Donc du coup, elle ne peut plus fonctionner normalement comme cela se doit. Et ça ira au-delà du boulot. La première possibilité d'accompagner quelqu'un qui est dans un problème de harcèlement sexuel, c'est de lui offrir un espace d'écoute et de confiance et de confidentialité qui lui permet de dire les choses dans une oreille qui ne la juge pas. Donc après l'écoute, il faut voir est-ce qu'il y a des problèmes à régler. Il faut utiliser des techniques de résolution de problèmes pour régler avec la personne des problèmes qui se posent sur le lieu de travail. Peut-être en termes d'organisation du travail, en termes de situation de l'emploi même, en termes de sécurité de l'emploi même. Il faut utiliser des techniques de résolution de problèmes pour l'aider à régler ces problèmes-là.
Si la maison est aujourd'hui considérée comme un lieu sûr pour s'isoler et se protéger de la pandémie liée au coronavirus, ce constat n'est pas toujours valable pour les milliers d'enfants dans le monde pour qui la maison est synonyme de rue. Au Cameroun, les enfants vivant ou travaillant dans la rue se retrouvent plus que jamais dans une situation de vulnérabilité extrême, davantage exposés à la criminalité et aux violences accrues, aux dangers de la pandémie, mais également dans l'incapacité de pourvoir à leurs besoins essentiels et à respecter les mesures imposées par les autorités. À la recherche de la vie, ils affrontent la mort au quotidien. On les retrouve par dizaines, dispersés aux abords de voies publiques, jouant d'esquive pour proposer leurs marchandises aux automobilistes. Je suis là pour vendre les parfums de voiture, même pour la chambre, le salon, la voiture, la douche, le bureau, la cuisine. Et pour justifier leur présence, chacun a sa petite histoire. Je sais qu'il y a coronavirus, mais ce sont mes parents qui m'envoient, ce n'est pas de ma faute. Comme je rentre, ma mère me dit d'abord de me laver avant que je vienne là donner l'argent. Je vends comme ça parce que ma mère est malade, donc je dois faire des efforts pour l'encourager. Elle doit aller à l'hôpital, c'est moi qui peux avoir de l'argent et mon père. Mais le danger est permanent, le risque de se faire écraser ou de causer des accidents constants. Mais en plus, à l'heure où le Covid joue les têtus, chaque vente augmente le risque de contamination. Eux qui ne s'autorisent même pas le luxe d'un masque. Je pense que c'est la conjoncture qui pousse les parents à envoyer les enfants dans la rue. Les raisons de cette présence inquiétante dans les rues ont plusieurs explications, selon les sociologues. Les enfants, dans les catégories modestes de la société camerounaise, font partie d'un système d'accumulation complexe, une manière de produire des revenus. La maman a une petite activité, le père a une petite activité, les enfants aussi ont une petite activité à laquelle on les initie très tôt. Cette crise de la Covid-19 soit arrivée, ça n'a pas fondamentalement changé. Les enfants ont été mis en congé, mais ils continuent à jouer leur rôle dans la famille. Ils sont un maillon essentiel de la production des revenus dans la famille. Ainsi va la vie de ces enfants avec des problèmes d'adultes, forcés de grandir plus vite que leur âge. Ce sera tout pour ce journal. Merci de votre fidélité. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.